La France en guerre au Mali, en guerre contre le terrorisme pour préserver notre sécurité et celle d'un pays ami. Les mots sont du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Ce matin, le président Hollande a fait le point, je vous le disais, avec le gouvernement sur cette opération militaire, l'opération Serval, c'est son nom, alors que les djihadistes menacent de frapper le cœur de la France. Sylvain Lequet. Sur la base de Saint-Dizier en Haute-Marne hier, ces militaires arment les Rafales qui sont déployés pour la première fois depuis la France. Leur mission cette fois n'est pas de repousser les islamistes sur la ligne de front, mais bien d'attaquer leurs bases arrières. Direction le nord du Mali, à plus de 3000 km. Les chasseurs français vont bombarder la région de Kidal, un fief insurgé, mais surtout Gao, la principale ville de la région tombée aux mains des islamistes au printemps dernier. Des camps d'entraînement, des dépôts logistiques sont détruits et 60 insurgés ont été tués. Il y a eu hier un certain nombre de tirs ciblés sur la base arrière du groupe Moudjahou qui a donné des résultats extrêmement tangibles et qui a abouti à une dispersion de ce groupe terroriste. À l'ouest du Mali, les combats se poursuivent. Ce matin, les insurgés ont attaqué la ville de Diabal, à 400 km de Bamako. Et les djihadistes affirment désormais vouloir frapper au cœur de la France. Et la France a ouvert pour tous les Français une porte de l'enfer, parce qu'elle vient de tomber dans un piège beaucoup plus dangereux que le piège de l'Afghanistan, de l'Irak ou de la Somalie. À Bamako, les avions français de transport de troupes continuent d'acheminer les renforts. Hier, des légionnaires ont débarqué. Ils rejoignent les 500 soldats français déjà arrivés sur place. D'ici 2 jours, ils seront déployés en appui des troupes maliennes qui combattent au centre du pays. Et on va rejoindre maintenant notre envoyé spécial au Mali, à Bamako, Hugues Huette. Hugues, bonjour. Pour l'instant, cette guerre, eh bien, c'est une guerre sans images. Oh, vous savez, Samuel, la guerre sans images, ce n'est pas la France qui l'a inventée. Souvenez-vous, la première guerre du Golfe en 91, où les Américains avaient inauguré cette forme de contrôle de l'information. Pour l'heure, les seules sources dont nous disposons, qu'elles soient audio ou vidéo, eh bien, ce sont les informations officielles communiquées par l'armée française ou les rares communiqués des djihadistes. Les journalistes sont cantonnés à Bamako et les rares reporters qui ont pris la route du Nord sans autorisation ont été refoulés par l'armée malienne. Autre difficulté, les communications téléphoniques ou Internet sont mauvaises, voire parfois inexistantes avec les villes du Nord. Difficile dans ces conditions de collecter des images ou de recueillir des témoignages des habitants qui pourraient effectivement nous indiquer quelle est l'ampleur des dégâts subis par les islamistes. Merci beaucoup Hugues Huette et Salah Agrabi également, nos envoyés spéciaux au Mali. La France n'est pas seule dans ce conflit. Les États-Unis ont décidé d'apporter leur soutien logistique à l'armée française, soutien également de la Grande-Bretagne qui met notamment à disposition de la France des avions de transport C-17 pouvant embarquer des blindés comme cet appareil que vous voyez ici. Premier appareil qui s'est posé à la base d'Évreux avant de s'envoler pour le Mali. Et la communauté malienne en France, plus de 100 000 personnes, que pense-t-elle de cette intervention militaire? Regardez ce reportage à Dijon de Anne Berger et Jean-Louis Saintin. Les yeux rivés sur les chaînes Tout Info. Depuis les premières frappes aériennes françaises, pour ces ressortissants maliens, c'est le soulagement. Enfin, on va arrêter l'hémorragie et ouf, on va être soulagé, on va être débarrassé de tout ce qui a fait notre honte, de tout ce qui a fait la souffrance de nos populations au nord, de tout ce qui a fait la destruction de valeurs inestimables que le Mali avait. Issa Diawara vit en France depuis 30 ans. Autour de lui, des jeunes étudiants maliens comme Alassane. Sa famille habite Mopti, où jusqu'à ces derniers jours, tous vivaient dans la crainte de l'arrivée des terroristes islamistes. Je voulais partir, mais il n'y avait pas de transport, le prix avait doublé et puis c'était des réservations, il fallait réserver. Les gens ne pouvaient pas y aller et c'était vraiment dur, le stress était là. Brahima, lui, est originaire de Gao, dans le nord du pays. Une ville tombée depuis des mois sous le joug islamiste. La famille du jeune homme a pu fuir vers le sud, mais les dernières images de sa région l'ont bouleversé. Avant, il n'y avait pas la même vie que les gens vivaient. Les gens étaient heureux, mais depuis l'arrivée des islamistes, il y a eu vraiment un chaos total dans la ville. Les droits de l'homme bafoués, les femmes fouettées, les hommes n'avaient plus les droits
de fumer, même si de prendre du thé à la porte. Des conditions de vie terrifiantes, mais Brahima a bon espoir que tout redevienne comme avant. Je pense que ça va aller bientôt. Ça va aller bientôt, j'espère. J'ai l'espoir aussi. Un souhait partagé par tous, même si, ils le savent, l'intervention militaire française ne réglera pas tout dans leur pays. Et l'on commence ce journal par la situation au Mali, au 4e jour de l'offensive dans le nord du pays. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirme que les islamistes se replient à l'est, mais qu'il reste encore des points difficiles à l'ouest et au nord du pays. Détails et explications avec Dorothée Oliéric. Attention, certaines images sont choquantes pour les plus sensibles. C'est l'une des premières images après un raid aérien mené par les Français. Le pick-up a été pulvérisé par les tirs. Au sol, le corps sans vie d'un homme, probablement un islamiste. Ces images que nous avons pu nous procurer ont été filmées samedi près de Konna, la ville où les Français ont réussi à stopper l'avancée des djihadistes. Ici, c'est la ligne de front, après de violents combats qui ont fait des dizaines de morts. L'armée française, en guerre contre le terrorisme au Mali, a bombardé pour la première fois hier des positions islamistes dans le nord du pays, notamment à Gao et à Kidal, des bases arrières au cœur des territoires djihadistes. Selon le ministre de la Défense, les islamistes ont bien été stoppés à l'est, mais la résistance est plus forte que prévu. Il reste un point difficile à l'ouest, où nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même autour des forces maliennes qui elles-mêmes avaient été extrêmement valeureuses vendredi à l'est. Plusieurs témoins affirment ce matin que la ville de Diabal, située non loin de la Mauritanie, a été attaquée par des combattants islamistes du groupe Ansar-Eddine. Des soldats de l'armée malienne ont été envoyés sur place. À quelques kilomètres du front, à Sévaré, le chef d'état-major malien est allé rendre visite à ses troupes. L'intervention française doit leur permettre de reprendre bientôt leur marche en avant. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de ce que vous avez posé comme acte. Dans les campagnes, pas loin, on se veut confiant. On n'était pas vraiment inquiets, mais cette intervention française nous rassure. Le dispositif militaire français a été renforcé. L'opération baptisée Serval continue. Et après les 2 conseils de défense qui se sont déroulés ce week-end à l'Elysée, c'est une réunion ministérielle qui s'est tenue ce matin autour de François Hollande. Nous retrouvons sur place Jeff Wittenberg. Jeff, bonjour. Comme le chef de l'État part en visite officielle pour 24 heures aux Émirats Arabes Unis, il prépare la supervision de l'offensive en son absence. Exactement, bonjour Élise. Le commandement opérationnel de l'intervention militaire au Mali va être confié à Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, mais le président de la République restera en lien étroit et direct avec tout ce qui se passe sur place, notamment dans son avion. Cette nuit, lorsqu'il partira pour les Émirats Arabes Unis, une salle est organisée pour que justement il y ait ces réunions. Son chef d'état-major particulier, le général Benoît Puga, sera avec lui. Il y aura aussi un officier qui est chargé de préparer des transmissions sécurisées en tout lieu qui permet au président de la République d'avoir donc ses coups de téléphone le cas échéant pour donner un ordre. Aucun ordre important ne pourra être donné sans son aval, qu'il se trouve en l'air ou sur terre demain à Abu Dhabi. Abu Dhabi où il devrait demander l'aide financière des Émirats Arabes Unis pour notamment l'intervention africaine. Quant à la réunion de ce matin avec les ministres, elle était notamment consacrée à l'aspect politique de cette intervention avec la consultation des groupes parlementaires. Jeff Wittenberg en direct de l'Elysée. Merci à vous, Jeff. Voilà pour l'Elysée. Voyons maintenant les conséquences de cet engagement français sur notre territoire. Le plan Vigipirate, vous le savez, a été renforcé. Ce matin, des djihadistes basés dans le nord du Mali ont menacé de frapper le cœur de la France. Le ministre de l'Intérieur affirme d'ailleurs que la situation peut inciter des individus ou des groupes à commettre des attentats. Dans certains lieux publics, vous le voyez, la surveillance s'est accrue de manière visible. Au Mali, maintenant, on va voir comment cette offensive est perçue par la communauté française. Globalement, c'est un sentiment de soulagement, même si les mesures de sécurité ont été renforcées à l'ambassade, notamment par des hommes du GIGN. Le lycée français, lui, est fermé. En fait, tout le monde redoute la présence de groupes djihadistes qui pourraient tenter de perpétrer un attentat à Bamako. Reportage sur place, Franck Genozo, Patrick Desmully. La lourde barrière qui protège le lycée français de Bamako ne se lèvera pas aujourd'hui. L'établissement accueille normalement 1 millier de personnes. Il est fermé jusqu'à nouvel ordre.
Ce matin, plusieurs parents d'élèves viennent inspecter les lieux. Avec eux, 3 membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Leur mission, évaluer les faiblesses du lycée en matière de sécurité, même si pour l'heure l'inquiétude n'est pas encore vive chez les ressortissants français. On peut se promener librement. Moi, je conduis ma voiture. Voilà, et je ne me sens pas menacée, ni chez moi, ni sur les lieux publics. Mais on nous demande d'être vigilants, ce qui paraît être normal quand même. Les autorités veulent limiter les risques d'attentats ou d'enlèvement, comme ici, devant l'ambassade de France. Sécurité renforcée, même si dans sa grande majorité, la population malienne est favorable à l'intervention française. Je suis passé ce matin vraiment pour voir des Français, pour les remercier. Viviane Vincent habite à Bamako depuis 15 ans. Cette Martiniquaise tient un restaurant qui s'est vidé de ses clients français. Ils limitent au maximum leurs déplacements en attendant que la situation se stabilise. On est toujours dans cette attente permanente. Donc c'est vrai que ça crée quand même de l'angoisse et de l'incertitude. On ne sait jamais. On espère que maintenant que enfin l'intervention a commencé, rapidement les choses vont entrer dans l'ordre. Malgré les incertitudes, sur les 6 000 Français vivant à Bamako, une poignée seulement a choisi de quitter la ville pour rentrer en France. Alors, comment l'offensive va-t-elle se dérouler dans les jours à venir? On va tenter de le voir en retrouvant notre envoyé spécial Franck Genozo en direct de Bamako. Franck, bonjour. Une information importante pour commencer, le contingent français au Mali pourrait passer à 2500 hommes. Absolument, 2500 soldats français seront à terme engagés dans cette opération et un militaire français me disait tout à l'heure que dans la mesure où les terroristes sont évalués à 1200 personnes, l'armée française ne veut pas se retrouver en infériorité numérique. En attendant ces renforts, la phase terrestre de l'opération se précise puisqu'hier les premiers blindés équipés de canons sont arrivés à Bamako. Nous avons également vu des caisses de missiles sol-sol et puis 2 Mirage 2000 seront désormais positionnés sur la base militaire de Bamako. Une question reste à régler. Les militaires français sont prêts, ils nous l'ont dit, mais ils ne savent pas pour l'instant si oui ou non ils doivent patienter en attendant l'arrivée des premiers contingents africains prévus dans les 48 heures. Merci à vous Franck pour toutes ces précisions. Dans quelques jours, la France ne sera plus seule pour mener cette offensive contre les groupes islamistes proches d'Al-Qaïda. Loïc Delamornay nous a rejoint sur ce plateau. Loïc, bonjour. Quels sont les autres pays qui se sont mobilisés ? Alors Élise, on vient de le dire, donc la France va à terme avoir 2500 hommes sur place, ce qui est conséquent. Elle est rejointe par ses meilleurs alliés en matière de défense. Les Britanniques, les Anglais vont participer avec des avions de transport et y compris en matière de renseignement, ce sont de très fidèles alliés. Il y a également les Américains avec des ravitailleurs et puis des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote. Ça, la France en manque cruellement. Et puis l'Allemagne vient d'annoncer son concours avec des transports de troupes et puis une aide médicale. Et puis il y a, vous l'avez dit, les pays africains, le Nigeria qui dispose d'une véritable armée de l'air. Et puis donc également le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Loïc, y a-t-il d'autres pays qui sont impliqués de manière plus souterraine ? Alors vous avez parfaitement raison Élise, parce que l'opération a débuté avec des forces spéciales. Et qui dit forces spéciales dit le plus grand secret. On peut imaginer qu'il y a d'autres pays aux côtés des troupes françaises qui sont engagées. Un exemple, il y a 3 mois, nous avions filmé ces images rarissimes, les premières des troupes spéciales saoudiennes d'Arabie Saoudite qui s'entraînaient avec les Français en Corse. C'est la première fois que ça arrivait. Attention, je ne vous dis pas Élise qu'il y a des forces spéciales saoudiennes au Mali, mais je vous montre avec ces images qui encore une fois sont une première qu'en matière de collaboration et de forces spéciales, parce que là, par exemple, ces Saoudiens parlent arabe, ont des looks, entre guillemets, qui passent plus inaperçus. Les Français pourraient les utiliser. Et ça, on voit bien qu'en matière de forces spéciales, tout est possible. Merci à vous Loïc Delamornay. Rien à voir avec le Mali, mais cette fois en Somalie. On a appris ce matin que le soldat français qui avait été blessé et capturé lors du raid destiné à libérer l'otage de la DGSE Denis Alex, eh bien cet homme est mort. C'est ce qu'affirment en tout cas les insurgés islamistes du mouvement Shebab qui menacent de produire une vidéo montrant les corps des victimes françaises.